Le monde du travail change vite, et je dirais même très vite. Intelligence artificielle, vieillissement de la population, urgence climatique. Ces véritables chocs transforment à la fois nos métiers, notre quotidien, nos attentes. Alors comment faire pour faire face à ces changements, s'y préparer, quand on est RH, manager, dirigeant ou même salarié? Bienvenue dans Ressources, le podcast d'Alliance Emploi qui explore ce qui anime vraiment les entreprises, l'humain. Recrutement, management, inclusion, expérience candidat et collaborateur. Ici, pas de vernis, mais la réalité du terrain, les questions et les enjeux qui font la marque employeur. Pour parler du sujet des mutations du travail, j'ai le plaisir d'accueillir Michael Evrard, responsable du centre de l'APEC de Lille et de Dunkerque. Bonjour Michael. Bonjour Lucie. L'APEC a récemment publié un livre intitulé 2030, le travail a changé, qui aborde 4 grands chocs qui bousculent le monde du travail. Est-ce que tu peux nous en parler et nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Alors, ce livre est sorti aussi sous l'impulsion de notre directeur général, Gilles Gâteau, qui a voulu éveiller les consciences, entre guillemets, en tout cas venir marquer le trait et apporter des solutions concrètes à des choses que finalement on vit tous les jours les uns les autres et que nous constatons sur le terrain. Le premier choc concerne le vieillissement de la population et donc on va parler de choc démographique. Pour illustrer mon propos, on considère que d'ici 2030, un quart de la population active aura plus de 55 ans. D'accord. Ce qui n'est pas neutre. Deuxième choc, c'est celui de la relation au travail. On a un monde qui est de plus en plus individualiste et on a des attentes qui sont différentes, qui évoluent, et donc les entreprises doivent aussi en tenir compte. Sûr. Troisième choc, c'est celui du choc écologique. On entend beaucoup parler de transition énergétique, de transition écologique. Ça a des incidences souvent méconnues ou en tout cas mal perçues au niveau des compétences et de la relation au travail. Et enfin, dernier choc, qui celui-ci est moins attendu, enfin, plus attendu et moins inattendu, c'est celui de la révolution numérique et surtout de l'impact de l'intelligence artificielle qui vient apporter énormément de choses mais qui vient en bousculer tout autant. Alors effectivement, l'IA, c'est un sujet qu'on entend beaucoup en ce moment. Alors j'ai envie de commencer plutôt par le premier choc que tu as évoqué, le vieillissement de la population. Concrètement, quel impact ça peut avoir pour les entreprises? Alors le premier effet, c'est qu'il y a un allongement de la vie du travail. Et donc de ce fait-là, on va devoir considérer une population qui va être différente parce que vieillissante. Donc il va falloir s'intéresser notamment au maintien à l'emploi des collaborateurs et donc s'intéresser à la santé au travail. Ça, c'est un premier point. Second point, c'est aussi des collaborateurs qui, restant plus longtemps dans l'entreprise, vont devoir continuer à se former. Donc là, il y a un rôle de l'entreprise d'adaptation au travail, de maintien de l'employabilité, mais aussi, je pense, un rôle personnel des collaborateurs à s'auto-former et à continuer à apprendre, et à apprendre à apprendre. Se former, apprendre, réapprendre, c'est quoi le troisième point? Mais c'est aussi savoir travailler ensemble. Donc, c'est la coopération intergénérationnelle. Parce que l'entreprise est un monde où différentes générations et différentes populations cohabitent et sont amenées à coopérer. Et on a aussi le transfert des savoirs. Alors, avec, comme j'ai dit, avec cette coopération intergénérationnelle, avec un mentorat en reverse mentoring qui peut se mettre en œuvre. Donc des plus anciens qui vont mettre le pied à l'étrier des nouveaux, mais aussi des jeunes qui vont, on parlait du numérique, qui vont par exemple donner des repères sur l'IA à des personnes qui sont peut-être moins digital natives. Donc oui, donc on parle de mentoring inversé, ça permet de valoriser les salariés. Et si on regarde côté carrière, ce changement démographique, qu'est-ce que ça va changer? Ça va entraîner un prolongement, comme j'ai dit, de la vie dans l'entreprise. Aujourd'hui, de toute façon, faire carrière, c'est un mot, c'est une expression qui, je pense, est de moins en moins réelle. En tout cas, faire carrière dans la même entreprise, c'est quelque chose qui est de plus en plus compliqué ou qui existe très peu. Donc, ça veut dire qu'on va devoir aussi se projeter sur une carrière plus longue, une carrière multiple, diverse, avec potentiellement différents métiers, différents emplois au cours de sa vie. Et puis, petit à petit, adopter une démarche d'expert et aussi de transmission. Et du coup, comme on parle de vieillissement de la population, allongement des carrières, etc., j'imagine que tout ce qui va toucher au métier du soin, de l'accompagnement, les métiers du care, comme on dit, ça va être boosté, ça va changer? Oui, effectivement, on anticipe qu'un Français sur 3 aura plus de 60 ans en 2030. Donc, effectivement, un besoin fort de main-d'œuvre pour les métiers du care, comme tu le dis, aussi des compétences à acquérir.
avec une difficulté liée à ce secteur d'activité ou à ces secteurs d'activité qui ne sont pas toujours attractifs parce que des conditions de travail qui peuvent paraître difficiles, des conditions de travail qui amènent aussi parfois à travailler en coupure. Donc des enjeux pour les entreprises, d'aller chercher des nouvelles compétences, des nouveaux candidats, certainement de se renouveler et d'être innovantes dans les modes d'intégration, dans les modes de travail et également des modes de formation. Et alors, on a le deuxième choc maintenant qu'on va aborder, le choc organisationnel. C'est vrai qu'on le remarque tous, nos manières de travailler, nos environnements professionnels évoluent. Pareil, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce deuxième choc? Bien sûr, là on est dans une notion de révolution douce, mais révolution, avec des attentes des collaborateurs qui changent. Après la crise de la Covid, ce dont on s'est rendu compte, c'est que le retour en arrière n'était plus possible. À deux niveaux. Premier niveau, c'est déjà par rapport au télétravail. On constate qu'un cadre sur deux refuserait de postuler dans une entreprise s'il n'y a pas de télétravail proposé. Ce qui n'est pas neutre. Effectivement. Deuxième chose, le confinement a aussi, et la mise en place du télétravail a aussi amené à repenser les espaces. Aujourd'hui, on a besoin de moins d'espaces fermés, moins de bureaux fermés, parce que moins d'occupation, ce qui permet d'avoir une réflexion différente des ergonomies de travail et de valoriser aussi les espaces collaboratifs. Alors, de ce fait-là, plus de flex-office et moins de bureaux individuels. C'est vrai qu'on voit émerger vraiment les open space un peu partout presque maintenant dans les entreprises. Et côté salarié, comment on s'empare un peu de ces changements On constate deux choses. Je vous l'ai dit, une appétence forte pour le télétravail, avec une vigilance tout de même, j'ai des exemples en tête, une vigilance tout de même pour les conditions d'exercice à la maison, notamment si jamais on est en full télétravail, avec une disparité entre les jeunes populations et les populations moins jeunes. Pourquoi ? Parce que des lieux d'habitation qui ne sont pas tout à fait au même niveau de confort. J'ai en tête une entreprise qui est de l'informatique avec une moyenne d'âge relativement faible et finalement beaucoup de salariés qui sont revenus au bureau parce qu'ils étaient dans un 30 mètres carrés avec finalement un confort qui était relatif, entre guillemets. Donc ça, c'est à prendre en compte. Et en même temps, une individualisation de la relation de travail qui suit de l'individualisation de notre société. Néanmoins, un besoin de faire corps et d'être dans un collectif. Donc un double enjeu pour l'entreprise, une individualisation de la relation de travail avec des programmes personnalisés et en même temps créer un collectif de travail qui va savoir se fédérer et adhérer aux enjeux de l'entreprise. Et l'enjeu aussi est d'éviter toute cette partie d'isolement. Donc on a vu les deux premiers chocs, le choc démographique, le choc organisationnel. Maintenant, troisième choc, c'est le choc, alors c'est quelque chose qu'on entend beaucoup aujourd'hui, l'urgence climatique. Est-ce que tu peux nous parler de ce troisième choc ? Bien sûr. C'est peut-être le choc le plus important. Pourquoi ? Parce que finalement, on peut tous être acteurs du changement climatique. Et à ce titre-là, ce qu'on constate, c'est que les cadres ont une vraie sensibilité au changement écologique. Ce qu'on constate, c'est que nombre de candidats refuseraient de postuler dans une entreprise qui n'a pas d'engagement environnementaux. D'accord. Au-delà des engagements sociétaux, c'est bien les engagements environnementaux. Et si une entreprise est non respectueuse de l'environnement, ça déclenche vraiment un refus d'acte de postulation. Et est-ce que ça transforme les métiers ? Est-ce qu'on voit apparaître de nouveaux métiers liés au climat ? On va parler de deux choses à l'APEC. On va identifier des métiers verts. Et là, on voit qu'il y a eu un boost des offres pour des postes verts. C'est plus 48% de postes depuis 2019, contre plus 19% pour l'ensemble des offres d'emploi. Alors, est-ce que tu as un exemple quand tu parles de métiers verts ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, les premiers métiers qui sont apparus, c'était notamment des postes de commerciaux, ceux qui allaient vendre les panneaux photovoltaïques. Ok. Voilà. C'est vraiment un poste vert celui-ci. Après, de façon plus, si on relève des expertises plus particulières, on va avoir tous les métiers liés à l'environnement, donc les responsables QHSE par exemple, ou des ingénieurs en hydrologie, etc., etc. Ok, donc merci. Donc ça, c'est les exemples pour les métiers verts. Est-ce que ça transforme d'autres métiers, peut-être des métiers actuels ? Et alors, c'était le deuxième point. Effectivement, on va parler de métiers verdissants. Okay. Aujourd'hui, la réglementation est de plus en plus forte pour justement amener les entreprises à bouger et à être vigilantes à leur empreinte carbone. Donc on voit que notamment tout ce qui est lié aux achats,
donc responsable achat, acheteur, vont être des métiers qui vont être verdissants. Pourquoi? Parce qu'ils vont devoir prendre en compte justement l'impact carbone, mais aussi s'intéresser dans leur choix d'achat à de l'achat éco-responsable. Exactement, l'achat éco-responsable. Merci de m'aider. C'est exactement ça, tout à fait. On peut s'intéresser à ça, on peut s'intéresser aussi au métier de l'événementiel. Aujourd'hui, quand tu vas faire un événement, eh ben, tu vas aussi t'intéresser à l'impact carbone. Si tu dois faire bouger, je sais pas, 1000 collaborateurs, eh ben, est-ce que tu fais bouger 1000 collaborateurs ou est-ce que finalement tu vas choisir de faire des événements plutôt régionaux pour justement réduire tout cela? Donc tu as évoqué des métiers qui sont plutôt du domaine tertiaire. Est-ce qu'il y a d'autres métiers qui vont être impactés? Oui, alors, c'est une excellente question, merci à toi Lucie. Traditionnellement, on parle de col bleu et col blanc pour distinguer les métiers de l'industrie et des métiers plus intellectuels, entre guillemets. Demain, on parlera de col sec et col mouillé. Pourquoi col sec et col mouillé? Parce qu'il y aura ceux qui auront la clim et ceux qui travailleront dehors. Et ça, c'est un vrai enjeu. Pourquoi? Parce que les études montrent que la chaleur a un impact sur la santé des travailleurs. Et travailler alors qu'il fait plus de 30 degrés dehors, c'est dangereux. Il y a un exemple que j'ai lu ce matin dans la presse où une personne est décédée, un collaborateur de plus de 50 ans, alors qu'il est décédé la semaine dernière pendant les fortes chaleurs. C'est vraiment un sujet d'actualité et on le voit avec le dérèglement climatique, c'est déjà quelque chose qui existe. Alors, je ne connaissais pas du tout cette expression col mouillé, col sec, j'aime bien. Dernier choc, alors c'est un sujet qu'on entend beaucoup, c'est l'IA. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, tout à fait. Rien d'original dans ce que je vais dire. Aujourd'hui, on distingue deux catégories de collaborateurs. Ceux qui sont technophiles, qui sont déjà partis, qui ont un coup d'avance, parfois même sur leur propre manager, qui peuvent parfois aller même un peu trop loin en mettant en danger l'entreprise à travers une fuite de données sur des éléments sensibles. Et à l'opposé, on a des collaborateurs qui vont être un peu plus frileux, un peu plus sceptiques, et qui, eux, il va falloir les accompagner. Il va falloir les former, les rassurer, et pourquoi pas organiser des binômes entre ceux qui sont déjà partis et ceux qui sont moins partis ou partis moins vite, pour justement les rassurer, les embarquer, et faire en sorte que chacun profite des gains amenés par l'IA, des gains en termes de productivité, mais aussi pouvoir se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Et donc l'IA, on le sait, est déjà là, même de manière invisible dans nos quotidiens, mais en soi, comme tous les autres chocs. Les chocs sont déjà existants. Exactement. Alors, il y a un vrai rôle individuel, mais aussi de l'entreprise à se saisir de ces sujets. Donc, merci beaucoup, Michael. Merci à toi, Lucie. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de Ressources. Ressources est un podcast RH à partager, à faire vivre et à écouter en équipe. Et si vous souhaitez en savoir plus sur notre accompagnement, sur les solutions d'Alliance Emploi, rendez-vous sur alliance-emploi.org. À bientôt!